La France a peur, chaque mère, chaque père, a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. L'affaire Patrick Henry est symptomatique de ces affaires criminelles très sensibles, qui ont ému la France entière, au moment même où le débat sur l'abolition de la peine de mort prenait sens, dans les années 1975-1980. Car 2 ans à peine après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Marie-Dolores Rambla à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, par Christian Ranuzzi, qui sera condamné à la peine de mort et exécuté, une nouvelle affaire d'enlèvement d'enfants, suivie de la mort de la petite victime, va secouer la France. Car si la France, à l'instar d'autres pays européens ou non, connaissait tout le panel des activités criminelles habituelles, le rapt d'enfants, suivi de demandes de rançon, ne l'avait pas encore effleuré. Sans doute, les garçons de la pègre ne touchaient-ils pas à ça. Code d'honneur oblige. Et l'affaire n'était pas unique, loin de là, car la décennie en cours a vu se produire plusieurs rapts d'adultes ou d'enfants avec demande de rançon, sans cependant arriver à une fin tragique. Ce fut le cas dans les affaires Christophe Mérieux, Maxime Catalan ou Empalne. Cette fois-ci, comme une triste répétition dans le cortège de ces incessantes affaires sordides, nous sommes dans l'est de la France, à Troyes, préfecture du département de l'Aube. C'est un département rural, paisible, qui est réputé calme, encore à l'abri des grands phénomènes criminels, et où rien de grave ne se passait jamais. C'était sans doute vrai, jusqu'à ce vendredi 30 janvier 1976, où le petit Philippe Bertrand, tout juste âgé de 7 ans, est enlevé à la sortie de son école et assassiné par un parfait inconnu qui voulait rançonner ses parents. Le mardi 17 février 1976, l'auteur des faits, un certain Patrick Henry, âgé de 23 ans à peine, originaire de la région et interpellé par la police judiciaire locale. Le même soir, au journal télévisé de 20h sur TF1, journal suivi par des millions de téléspectateurs, le présentateur Roger Giquel prononce en ouverture, après son bonsoir traditionnel, une de ses phrases tautologie, dont, aujourd'hui encore, on se souvient. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous avons peur. Restée longtemps dans la mémoire collective de nombreux Français, cette phrase est souvent raccourcie à sa seule introduction. La France a peur, et est souvent sortie de son contexte pour faire l'objet de diverses interprétations, alors qu'elle avait pour but d'introduire une mise en garde contre la tentation de justice expéditive. Le procès de Patrick Henry devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes deviendra, de fait, celui de la peine de mort en France. Son avocat, maître Robert Bouquillon, est assisté par Robert Badinter, futur garde des Sceaux et ministre de la Justice en mai 1981, sous la présidence de François Mitterrand. Fervent partisan de l'abolition de la peine de mort en France, maître Robert Badinter convainc à l'époque la cour d'assises de ne pas condamner Patrick Henry à la peine capitale.
C'était loin d'être gagné à l'ouverture des débats, mais il réussira avec brio et avec cette fougue qui caractérise si bien l'homme et dont il donnera la pleine mesure une fois garde des Sceaux et ministre de la Justice. Mais nous verrons aussi que l'homme condamné à perpétuité va décevoir amèrement son défenseur. Il va replonger dans les arcanes glauques et sans fond de la criminalité. Alors, au vu des éléments judiciaires accumulés, des archives journalistiques sauvegardées et des nombreux ouvrages parus sur le sujet, tant l'affaire Patrick Henry a fait polémique en son temps, essayons de comprendre année après année et date après date ce qui a bien pu se passer à Troyes et dans sa région pendant ces jours tragiques et comment cet homme, s'il est prouvé que c'est lui le coupable, en est arrivé au point de tuer un innocent petit garçon qui ne lui demandait rien. Tâchons de mieux cerner ce jeune garçon, sans histoire grave à se reprocher, jusqu'alors, même s'il avait déjà péché et s'est fait attraper par la main de la justice, va arriver à commettre l'irréparable, un soir de janvier 1976. Qu'il soit dit ici que nous ne jugeons pas, que nous n'accablons pas, que nous n'excusons rien non plus. Nous n'en aurions ni la prétention, ni les moyens juridiques bien adaptés. Mais nous tentons de comprendre quelles ont été les failles du dossier, si tant qu'il y en ait eu. Ses succès aussi, puisque finalement l'auteur ne sera pas guillotiné, et quelles conséquences elles ont alors pu avoir dans une époque où, en France, l'on coupait encore la tête des gens coupables d'un tel crime. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire criminelle, l'affaire Patrick Henry. Cet été, j'ai dû me déplacer sur la ville de Troyes pour mon travail. J'en ai profité, sachant que je devais faire cette affaire, pour faire quelques plans vidéo et photos. Le vendredi 30 janvier 1976, vers midi, devant une école de Pont-Sainte-Marie, sur la grande route venant de Nancy, dans la banlieue de Troyes, la préfecture de l'Aube. Un petit garçon du nom de Philippe Bertrand, tout juste âgé de 7 ans, sort de l'école à la fin des cours de la matinée et s'apprête à se rendre à l'école maternelle de la Visitation, à quelques pas de là, où il doit récupérer son frère Christophe et, avec lui, se rendre chez le fleuriste du coin de la rue, où le père Gérald Bertrand avait l'habitude de les récupérer. C'est une habitude mise en place depuis la rentrée dernière et qui, visiblement, satisfait tout le monde. De surcroît, Philippe, l'aîné, est fier de s'occuper ainsi de son petit frère et de veiller ainsi sur lui. Mais chez le fleuriste, le père Gérald Bertrand ne trouve à son arrivée que le tout petit Christophe. Il ne comprend pas l'absence totalement inexpliquée du frère de 7 ans et d'emblée s'inquiète. Comment son fils, qui certes n'a que 7 ans, a-t-il pu partir avec un inconnu ? Il a beau chercher et se creuser les méninges, il ne trouve aucune explication rationnelle à cette démarche singulière. Alors quelqu'un que l'enfant connaissait, mais qui ? Là encore, le mystère est total. Gérald Bertrand, le père, dans tous ses états, alerte les services de police qui envoient immédiatement un équipage de police, suivi d'un second véhicule rendu disponible sur les lieux de l'enlèvement. Les policiers, eux aussi effarés, vont tenter de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Précisons à ce stade de notre enquête qu'au moment de l'enlèvement du petit Philippe Bertrand, la police technique et scientifique n'existait pas encore, du moins pas tant que nous la connaissons aujourd'hui.
Dans le même laps de temps, car il est à peine 12h20 ce vendredi-là, mais à quelques kilomètres des deux centres scolaires, Marie-Françoise Bertrand, l'épouse de Gérald Bertrand et la mère des deux petits garçons, qui est à la maison en pleine préparation du repas de midi, reçoit un étrange appel téléphonique. Un homme que l'épouse ne peut pas identifier à sa seule voix lui demande le versement d'une rançon d'1 million de francs de l'époque, en échange de la libération de son fils qu'il a capturé. Elle est totalement paniquée. Le couple Bertrand, qui est l'archétype du couple de Français moyens d'alors, n'a aucune richesse accumulée, aucune fortune familiale, rien qui puisse provoquer un tel scénario en tout cas. L'antenne de police judiciaire du commissariat de Troyes, qui a été chargée de l'enquête par le magistrat de permanence au parquet, va rapidement mettre en place un dispositif d'écoute téléphonique au domicile du couple Bertrand. 2 policiers passent l'après-midi avec la famille. Et comme ils s'y attendaient, à 18h16 très exactement, ce soir-là, alors que la nuit froide et grise est déjà tombée, le téléphone sonne. Le ravisseur a rappelé, c'est une chance, et il réitère ses exigences. Comme ce matin, il demande une somme d'1 million de francs en échange de la libération du petit Philippe. Pendant que la mère, dans tous ses états, et on le serait à moins, mais forte malgré tout dans l'intérêt de la vie de son enfant, discute longuement avec le ravisseur. Les techniciens de la police judiciaire arrivent à localiser le point de départ de l'appel. L'appel sort d'une cabine téléphonique publique située sur le territoire de la commune de Bréviande, petite ville du sud de l'agglomération troyenne. Sur place, 2 équipes de police surveillent la cabine téléphonique, identifient un homme qui téléphone à l'intérieur de cette même cabine, mais ne vont pas procéder immédiatement à son interpellation. Ils choisissent, et c'est judicieux, de le suivre pour retrouver au plus vite le lieu où est caché l'enfant. Car, interpellé, il pourrait ne pas parler. Il pourrait opposer un silence infernal aux enquêteurs de la police judiciaire et nier en bloc les faits. C'est leur plus grande crainte. Si tout va comme ils le souhaitent, l'homme devrait les conduire sur le lieu de séquestration de l'enfant. Si tout va bien et si aucun couac ne vient entraver leur filature. Le premier couac va intervenir très vite cependant. 2 autres voitures de police n'arriveront jamais sur place, car elles connaissent mal la banlieue troyenne et se perdent dans le dédale des rues et des zones industrielles de l'agglomération troyenne où les usines de filature et de textile s'imbriquent et se côtoient allègrement. C'est plutôt malvenu, signe d'une mauvaise ou insuffisante préparation des faits, mais c'est ainsi. Le second couac va se produire quelques minutes plus tard. Il ne fera que confirmer, si besoin était, cette impréparation flagrante des choses. Disons à leur décharge, et sans doute n'est-ce nullement leur faire injure, que les policiers troyens, comme beaucoup d'autres fonctionnaires de commissariats provinciaux, n'avaient jamais eu jusque-là à gérer de telles situations. Ce n'était tout simplement jamais arrivé. C'est l'arrivée inopinée sur la place où se trouve la cabine téléphonique surveillée d'une estafette bleue de la gendarmerie de l'Aube, appelée en hâte et en renfort du dispositif policier. Gyrophares et sirènes allumées, effraie le ravisseur qui interrompt, séance tenante, la conversation téléphonique et s'enfuit en traversant un ruisseau et en se cachant dans des fourrés voisins. De cet énorme et fâcheux couac, il ressortira que les gendarmes n'avaient pas été prévenus du piège tendu aux ravisseurs et devaient seulement renforcer le dispositif policier. Mauvaise explication des choses d'un côté, avec un plan d'intervention insuffisamment travaillé et expliqué. Mauvaise compréhension des ordres de l'autre côté. On ne saura jamais, mais le résultat est là, terrible pour les parents. Le ravisseur troyen est en fuite et il semblerait qu'ils connaissent bien les habitudes de la famille Bertrand.
Le ravisseur, échaudé, restera en tout cas caché derrière des buissons plus de 2 heures par une température extérieure glaciale, le thermomètre frisant le 0 degré à cette heure-là. Mais comme s'il n'était pas rancunier, le ravisseur va se manifester quelques jours plus tard, d'une manière différente. Il va déposer le plus discrètement possible un message manuscrit dans la boîte aux lettres de Dominique Roy, le curé de la paroisse de Pont-Sainte-Marie, et qui est assez proche de la famille Bertrand. Le ravisseur le savait-il, ou est-ce une des pures coïncidences que la vie réserve parfois ? Il n'y aura aucune réponse à cette question. Dans cette missive, il donne les nouvelles instructions pour le dépôt de la rançon, prévu pour le mardi 10 février 1976. Cela doit se passer sur le parking d'un hôtel-restaurant de Montier-Ramée, un hameau situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de la préfecture, en bordure de la route nationale 19, la grande route d'alors allant vers Chaumont, où le père a déposé par avance la rançon d'1 million de francs. Sur place, pendant plusieurs jours, c'est l'effervescence dans la préparation de la souricière. Et le jour dit, les policiers troyens, en planque depuis l'aurore, guettent l'arrivée du ravisseur sur la place de parking indiquée aux parents. Ils prennent en chasse le ravisseur présumé au volant d'une puissante Citroën DS blanche, qui, prenant tous les risques, parvient encore une fois à les semer. Mais dans leur malchance, ils ont pu relever le numéro de la plaque minéralogique de la voiture en fuite. Aussitôt identifiée en préfecture, celle-ci s'avérera être la propriété d'un certain Patrick Henry. Le véhicule n'est pas signalé comme ayant été volé ou récemment cédé à autrui. C'est plutôt bon signe. Et, la surprise, on apprendra vite que ce dénommé Patrick Henry connaît la famille Bertrand, famille qu'il a déjà fréquentée en tant que représentant de commerce tentant de placer ses produits. Hypothèse que les policiers du commissariat de police de Troyes subodoreraient depuis quelques jours déjà. Dès le lendemain matin, le mercredi 11 février 1976, à 6 heures, c'est le branle-bas de combat dans la rue de la République, au centre-ville de Troyes. C'est là, en effet, que réside ce dénommé Patrick Henry, qui les a déjà fait courir 2 fois à la suite, dans un appartement qu'il partage avec son frère. Tout le quartier est bouclé depuis 2 heures au moins, et les rares riverains matinaux doivent montrer patte blanche pour passer. On s'étonne et on s'interroge. Car outre la police de Troyes, les gendarmes locaux qui bouclent un large périmètre d'accès, plus loin, il y a aussi des policiers parisiens venus prêter main forte à leurs collègues de province. Il s'agit des hommes de l'OCRB, autrement dit l'Office central pour la répression du banditisme, avec à sa tête le commissaire Charles Pellegrini. Dès l'heure légale sonnée, l'appartement est investi manu militari. Patrick Henry, surpris, n'oppose aucune résistance à son arrestation. Il est aussitôt conduit au commissariat central de Troyes, là même où une terrible et longue partie de bras de fer va commencer. Placé aussitôt en garde à vue pour enlèvement, séquestration et demande de rançon, Patrick Henry nie tout, réfute toute participation aux faits qu'on veut lui imputer, dit-il. Même un simulacre d'exécution en forêt, ce qui aujourd'hui paraît invraisemblable, en dehors de tout cadre réglementaire et légal, organisé par le commissaire Charles Pellegrini de l'OCRB, en personne ne parviendra pas à le faire craquer et à avouer. Qui donc est cet homme ? C'est la question que tous les policiers se posent. Quant à la famille Bertrand, elle est tout simplement dévastée, et il y a de quoi. L'échec de l'interpellation de l'homme dans la cabine téléphonique, lors du coup de fil du soir, l'arrestation loupée de l'homme à la Citroën DS à Montier-Ramée, qu'on croyait tenir,
L'absence du petit Philippe dans l'appartement investi est retournée ce mercredi 11 février 1976, au petit matin. Les dénégations du principal et unique suspect laissent les parents et les proches sans voix et totalement dévastés. Et le vendredi 13 février 1976, au bout des 48 heures de garde à vue réglementaire, faute de preuves tangibles ou d'aveux circonstanciés obtenus, même partiels, les enquêteurs de la police judiciaire troyenne, avec l'aval du procureur de la République de Troyes, territorialement compétents, doivent remettre la mort dans l'âme Patrick Henry en liberté. Interrogé à la sortie du commissariat de police par les médias, venus en masse, tant l'affaire passionne les foules, Patrick Henry déclarera spontanément son innocence et indique que le véritable criminel mérite la peine de mort pour s'en être pris à un enfant. Vous avez entendu les appels Bien du sûr, grand-père, de la mère? C'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio, la mère à la radio, non pas à la radio, à la télévision, la mère. Oui. Et quel a été votre sentiment quand vous entendez cet appel? Bah écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Mais les policiers troyens n'ont pas dit leur dernier mot, ni abattu leur dernière carte. Vexés, mais, paradoxalement, plus motivés que jamais, ils ne vont plus lâcher Patrick Henry d'une semelle. Un sombre pressentiment leur dit qu'à coup sûr, c'est leur homme. Et, tragiquement, l'histoire leur donnera raison. Les filatures engagées, jour et nuit, ne donnent rien. Dans le même temps, plusieurs équipes de policiers, souvent en tenue civile pour ne pas attirer l'attention, quadrillent littéralement la ville et les petites villes périphériques, photographie de l'homme à la main. Ils voient tous les patrons de bars, cafés, hôtels, restaurants. Et cette stratégie va très vite se montrer payante. Lors d'une de ces rencontres informelles, le propriétaire de l'hôtel-restaurant intitulé Les Charmilles, situé rue Fortier, en plein centre de ville de Troyes, reconnaît formellement l'homme. Le gérant leur apprend en effet que Patrick Henry y loue, sous un faux nom, depuis le vendredi 23 janvier dernier, dont 8 jours avant l'enlèvement et la séquestration du petit Philippe Bertrand, intervenu, rappelons-le, le vendredi 30 janvier, une petite chambre meublée au premier étage de cet hôtel. L'information est de tout premier ordre et va permettre de relancer l'enquête qui s'enlisait dangereusement. Entre-temps, le parquet avait d'ailleurs ouvert une information judiciaire et désigné pour la conduire une juge d'instruction en la personne de Madame Marie-France Gérard. Le mardi 17 février 1976, la police judiciaire troyenne procède à la seconde interpellation de l'homme qui, une fois encore, tente de semer les inspecteurs en voulant s'enfuir par la fenêtre de la chambre. Mais là, ils avaient pris leurs précautions, échaudés par les mauvaises habitudes de l'individu. La perquisition, menée dans la chambre d'hôtel, va très rapidement, hélas, amener à la découverte du corps d'un petit enfant, très vite identifié comme étant sans erreur possible le petit Philippe Bertrand. Le corps du garçonnet est découvert sous le lit de la chambre, sommairement enroulé dans un tapis. Cela faisait 12 jours que le corps sans vie gisait là, recroquevillé. L'intuition des policiers était bonne, mais l'émotion est à son comble, à son paroxysme. Alors que les inspecteurs de police ont la très lourde charge d'en informer les parents, Patrick Henry est aussitôt reconduit au commissariat de police de Troyes, où il est placé en garde à vue avant d'être présenté à la juge d'instruction.
Il lui raconte qu'il a enlevé le petit garçon en se promettant de demander une rançon aux parents et l'a emmené dans la chambre d'hôtel. Là, après lui avoir dit que ses parents avaient dû s'absenter sous le signe de l'urgence et qu'il l'avait chargé de veiller sur lui jusqu'à leur retour, il l'a laissé regarder la télévision pendant qu'il allait demander la rançon par téléphone à Bréviande. On sait maintenant de quelle façon cette tentative a échoué et comment Patrick Henry avait réussi à duper les policiers et les gendarmes qui attendaient de le cueillir. Revenu à la chambre d'hôtel et ne supportant plus les pleurs de l'enfant, il l'aurait étouffé avec un mouchoir avant de quitter subitement l'hôtel. C'est cruel, sordide, insoutenable même. Et là, la peine de mort. Sans transition, car il n'y a pas de transition possible dans l'horreur de son récit. Il précisera aussi être parti skier 4 jours en Suisse avec un cousin et 2 amis. Ce qui explique que les policiers troyens aient perdu sa trace pendant quelques jours alors qu'ils quadrillaient toute la région. Patrick Daniel Henry est né le mardi 31 mars 1953. À Troyes, dans le département de l'Aube. Il est le fils d'un père vendeur et d'une mère travaillant dans une blanchisserie. La fratrie comptait 6 enfants au total. On ne roule pas sur l'or, mais chacun mange à sa faim. Enfant peu attiré par les études, il arrêtera vite sa scolarité à l'âge de 14 ans tout juste et passera un CAP de cuisinier. Cela ne l'attire pas plus que cela, mais il faut bien faire quelque chose, alors il s'y inscrit. Un temps plus tard, ayant abandonné toute envie de se lancer dans le métier de bouche ou dans la restauration, il va vivre, un temps du moins, de la vente de ficelles et de grillage aux agriculteurs de la région, puis ouvre un magasin de bricolage. Mais mauvais gestionnaire et très peu attiré par le côté administratif du commerce, il dilapide aussitôt les fonds. Comme il fallait s'y attendre, l'année d'après son ouverture, en 1975, son commerce se retrouve placé en cessation de paiement. Il a juste 22 ans et n'a pas de projet d'avenir. Et comme pour marquer sa déchéance fatale, inéluctable, pourrait-on dire, Patrick Henry va se faire connaître défavorablement de la justice à diverses reprises. Il aura très vite un casier judiciaire avec diverses mentions. Une fois entré dans la vie active, le garçon va aimer vivre au-dessus de ses moyens, et cela va le perdre. Il est vite criblé de dettes, souscrit à divers crédits qu'il ne peut rembourser. Il va chuter. La première affaire le surprend alors qu'il est employé aux écritures, à un guichet de banque. C'est là qu'il va subtiliser un chèque dans le chéquier de l'une de ses collègues de travail. Il le remplit soigneusement et se rend dans une autre agence bancaire pour encaisser la somme d'argent. Le caissier, qui a été surpris par son âge et par le montant important du chèque, prévient sa direction et l'affaire remonte jusqu'à la banque qui l'emploie. Il est arrêté par la police, licencié sur le champ et se voit déjà condamné à une peine de 15 mois de prison avec sursis pour vol et faux en écriture. D'aucuns l'auraient dit calmé, mais non, rien n'y fait. La seconde affaire va le rattraper pour 3 cambriolages commis dans la région de Troyes, alors qu'il est depuis peu de temps représentant de commerce itinérant. À chaque fois, les cambriolages en sont suivis d'incendies. À chaque fois aussi, il est venu se présenter dans les heures ou les jours qui ont précédé les cambriolages, pour rendre visite aux victimes. Il est interpellé et présenté à un magistrat instructeur qui l'inculpe pour ces faits. Mais finalement, il bénéficiera de 3 non-lieux pour insuffisance de preuves. A-t-il enfin la baraka
Ce qu'on ne croyait pas possible jusque-là, où l'enquête judiciaire a été négligente sur les preuves apportées. Enfin, une troisième affaire, plus sordide encore, le remet entre les mains des magistrats. En effet, durant un week-end, alors qu'il se trouve au volant de sa voiture de service, alors qu'il n'a pas le droit de la conduire ce jour-là, ne travaillant pas, il tue accidentellement un cyclomotoriste lors d'un accident de la circulation. Si les conditions de l'accident sont à jamais restées floues et sans témoin direct, Patrick Henry est condamné à 3 ans de suspension de son permis de conduire. Suivant une intuition toute personnelle, il va alors écrire au président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, auquel il explique qu'il va perdre son emploi. Bingo, ça marche. Sa peine est réduite à 1 an et demi d'interdiction de conduire. On croit rêver. Dès lors, tous les prolégomènes d'une future tragédie à la française sont en place et, inévitablement, cette dernière va se produire un jour. Nous verrons comment la chute va être infernale, dantesque. Patrick Henry, après toutes les péripéties de sa vie, va tomber gravement malade en détention. Il sera libéré pour raison médicale le vendredi 15 septembre 2017. Il a alors 64 ans et décédera le dimanche 3 décembre 2017 au centre hospitalier universitaire, le CHU de Lille, dans le département du Nord. Lors des diverses perquisitions menées suite au meurtre du petit Philippe Bertrand, la police judiciaire troyenne va retrouver, cachés dans le grenier de la maison des parents de Patrick Henry, des armes. Une carabine 22 longs rifles, un pistolet, mais aussi des chéquiers, des bijoux et divers objets qui avaient été volés lors des cambriolages suivis d'incendies. D'évidence, cela ne plaide guère pour son innocence, même si aucun lien n'est fait avec l'affaire criminelle qui l'a conduit devant les assises de l'Aube. En février 1977, à Troyes, dans l'Aube, après une instruction menée au pas de charge, tout juste 1 an, Patrick Henry a été inculpé. C'était encore le mot de l'époque pour mis en examen, pour enlèvement, séquestration et le meurtre du petit Philippe Bertrand. Rien au cours de l'instruction judiciaire ne plaidera, malheureusement en sa faveur. Alors malheureusement, tant les preuves apportées sont accablantes et tant son comportement avant sa seconde arrestation a été surprenant et suspect. Le procès tant attendu de Patrick Henry s'ouvrira devant les assises de l'Aube, au palais de justice de Troyes, le mardi 18 janvier 1977. Le palais de justice, mais aussi toute la ville, sont en état de siège. Une armada de policiers et de gendarmes, lourdement équipés, garde les lieux, les rues avoisinantes, les édifices publics, la petite et déjà dissuade prison départementale le long des quais du canal, la gare, les routes d'accès. Tout est filtré, quadrillé, contrôlé, car la tension est à son comble. La haine est partout. Palpable, à fleur de peau, souvent excessive, souvent spontanée, quelquefois même exacerbée par quelques prêcheurs rusés. Peu d'avocats veulent le défendre, la cause paraissant quasi indéfendable. Après le refus de l'ancien bâtonnier de Troyes, maître Jean Bémer, maître Émile Polac, un ténor des barreaux de cette époque-là, se déclare prêt à assurer la défense de l'intéressé, arguant du fait qu'il doit avoir un défenseur comme la loi le permet, mais aussi le demande. Cependant, c'est maître Robert Bouquillon, bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance de Chaumont, dans le département voisin de la Haute-Marne, qui se commet lui-même d'office à la défense de Patrick Henry. Il demande l'assistance de son confrère parisien, maître Robert Badinter, dont nous avons déjà évoqué le fervent militantisme en faveur de l'abolition de la peine de mort en France. Son avocat principal, maître Robert Bouquillon, va donc se charger de défendre les intérêts de Patrick Henry.
tandis que son associé, maître Robert Badinter, dans sa plaidoirie de plus d'1h30, va faire le procès de la peine de mort. On sait que, depuis quelques années, celui qui sera le futur garde des Sceaux et ministre de la Justice de François Mitterrand, dès le mois de mai 1981, en a fait l'objectif de sa vie professionnelle. Sans réelle surprise, l'avocat général défendant les intérêts de la société, celle justement qu'on attend vociférer au dehors du palais, demande la peine capitale pour le crime commis. C'est une sanction logique pour cet homme qui a tué de sang-froid, sans nécessité, un plus faible que lui et qui était innocent. Comment expliquer par les mots, par nos mots d'aujourd'hui, le souffle prodigieux qui a inversé la séance d'un procès pour en changer le dénouement apparu inexorable? Essayons de comprendre. Dans un brillant plaidoyer, il évoque notamment l'exécution récente par la guillotine de Claude Buffet et Roger Bottan, tous deux guillotinés le 28 novembre 1972 à la prison de la Santé à Paris, après avoir tué 2 personnels pénitentiaires à la maison centrale de Clairvaux dans l'Aube. Maître Robert Badinter va notamment parler du bruit que fait la lame qui coupe un homme vivant en deux. S'adressant alors aux jurés, il leur dit, je cite, « Si vous décidez de tuer Patrick Henry, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin à l'aube. Et je me dirai que c'est vous et vous seul qui avez décidé. » Il leur dit cela dans le but de faire porter par les jurés la responsabilité d'une exécution en cas de rejet du pourvoi en cassation, toujours intenté, et du rejet de la grâce présidentielle. Cette faveur, née du pouvoir discrétionnaire du président de la République, avait notamment été refusée à Christian Ranuzzi, dont les mobiles n'avaient pas été clairement établis et qui semblait avoir, contrairement à Patrick Henry, commis un meurtre dans l'affolement après son accident de voiture. Le procès de Patrick Henry est certainement l'un des plus célèbres de l'histoire judiciaire récente en France. Un mouvement de haine se manifeste à l'encontre de l'accusé dans l'opinion publique française, amplifié par le souvenir de son comportement devant les caméras de télévision, après sa première garde à vue. Des éditorialistes et des hommes politiques réclament l'application de la peine de mort pour ce crime. Finalement, contre toute attente et après avoir essuyé chaque jour en arrivant et en quittant le palais de justice au bois, sous escorte policière, des torrents d'injures, les 2 avocats vont réussir à sauver la tête de Patrick Henry. Car si la France n'est pas prête à abolir la peine capitale, personne non plus, appelé à siéger dans un jury populaire d'assises, ne veut engager sa propre responsabilité. Les hommes et le monde sont ainsi faits. Patrick Henry est finalement condamné le jeudi 20 janvier 1977, après 3 jours d'un procès intense, à la réclusion criminelle à perpétuité. Le jury s'était retiré 2 heures à peine avant et, au retour dans la salle, on craignait le pire. On sait par expérience que les délibérés courts ne sont presque jamais favorables aux accusés. Mais là, non, la surprise va être de taille. Dans le système judiciaire de l'époque, il fallait 8 voix sur 12 jurés, refusant les circonstances atténuantes pour que l'accusé soit condamné à la peine capitale. Mais 7 jurés seulement voteront sa condamnation à mort. Le quorum n'étant pas atteint, la peine capitale ne peut pas être prononcée. Les manchettes des grands quotidiens de l'époque, tels Le Parisien, journal partisan de la peine de mort, ou L'Humanité, laissent éclater sa stupéfaction. Stupeur, Patrick Henry sauve sa tête, qui, sa surprise, la peine de mort en échec. Après le procès et le prononcé du verdict, 3 membres du jury, au moins, ont affirmé avoir voté contre la mort par conviction catholique, comme l'avait suggéré auparavant l'évêque de Troyes, Monseigneur André Fauché. Toujours le jeudi 20 janvier 1977, lors de sa plaidoirie en tant qu'avocat des parties civiles, maître Johann Ambre avait évité de crier vengeance,
suivant en cela les déclarations antérieures des parents de la victime, qui avaient déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas pour leur fils Philippe l'application de la loi du talion. Après le verdict, alors qu'on lui donne la parole une dernière fois avant d'être conduit par les gendarmes pour être incarcéré pour de longues années, Patrick Henry déclare au juré « Vous n'aurez pas à le regretter. Cette phrase peut être sincère mais peut être aussi prononcée à la légère, sera lourde de sens pour lui plus tard. » Il faudra longtemps encore avant que la colère qui grondait dehors, les cris qui fusaient, les invectives qui étaient lancées se calment enfin. Patrick Henry est lourdement escorté pour quitter le palais de justice et la préfecture de l'Aube. Durant sa longue détention, dont près de 5 ans et demi passés en quartier de haute sécurité, Patrick Henry reprend des études qu'il avait arrêtées tout jeune en classe de 5e et passe ainsi en prison son brevet des collèges, son baccalauréat, une licence de mathématiques et un diplôme université, un DUT en informatique. Par la voix de son avocat, maître Robert Boquillon, on apprendra aussi qu'il a profité de ces années de détention pour lire tous les classiques de la littérature française. À cette reprise, il demandera sa mise en liberté conditionnelle, mais chaque fois, le ministère de la Justice rejette ses requêtes. Jusqu'à ce que la loi sur la présomption d'innocence, qui permet à une juridiction régionale de statuer sur les mises en liberté conditionnelles, lui permette enfin d'obtenir gain de cause le jeudi 26 avril 2001, devant le tribunal régional de la région Basse-Normandie. Il est libéré le mardi 15 mai 2001. Il est embauché dans l'imprimerie Charles Corlay, dans le département du Calvados, bénéficiant même d'un joli pécule. On croit rêver. Détenu modèle en maison d'arrêt, il bénéficiera donc, nous l'avons vu, d'une mesure de liberté conditionnelle et recouvrira la liberté le mardi 15 mai 2001, après plus de 20 ans de détention. L'homme qui a vu sa tête sauvée par 2 avocats qui ont bataillé dur comme fer à purger la peine qui devait à la société, on le croit, réinsérable. Il pourrait même reprendre une autre vie, peut-être ailleurs que dans sa ville ou sa région d'origine. Les proches de l'accusé ne sont pas plus tendres avec lui. Son père Étienne, son frère Bertrand et son meilleur ami ne le reconnaissent pas et ne l'excusent en rien. Précisons encore ici que le 9 octobre 1981, soit tout juste 4 ans après la condamnation de Patrick Henry, la peine de mort a été définitivement abolie en France. La loi adoptée par le Parlement portera le nom « la loi Badinter ». La phrase de Robert Badinter lors de la séance du 17 septembre 1981 à l'Assemblée nationale va marquer tous les esprits quand il prononcera ces mots devenus célèbres. J'ai l'honneur de vous demander l'abolition de la peine de mort en France. Si le procès en assises de Patrick Henry a eu une influence sur l'abolition de la peine de mort en France, devenue effective en octobre 1981, il ne coïncide pas pour autant avec la fin des exécutions capitales en France. Par la suite, 2 personnes seront encore condamnées à mort et exécutées, Jérôme Carin et Hamida Djadoubi. Il est relevé en particulier que la condamnation à mort de Jérôme Carin, prononcée 11 jours seulement après la fin du procès de Patrick Henry, est vue comme une revanche de l'autorité judiciaire sur le verdict de clémence de Henry. D'autres condamnations à mort seront prononcées, mais toutes commuées par un pourvoi en cassation ou un recours en grâce. Aussitôt libre, Patrick Henry contacte divers éditeurs pour leur proposer un livre de souvenirs. L'un des éditeurs sollicitait Guy Berenbaum, qui travaille alors pour les éditions de Noël, refuse cette offre en jugeant que Patrick Henry n'est pas motivé par une logique de pardon. Mais le projet de livre de Patrick Henry est finalement accepté par les éditions
Kalman Levy. Il était initialement prévu de l'appeler « Vous n'aurez pas à le regretter », reprenant la phrase prononcée par Patrick Henry à la fin de son procès. Mais son arrestation en Espagne en octobre 2002 et sa réincarcération suspendent ce projet pour un temps. Le livre, moins médiatique, presque anonyme, paraîtra l'année suivante avec un autre titre, plus en nuances. Avez-vous à le regretter ? Mais on est loin des tirages attendus au départ. Aussitôt libéré, aussitôt retenté par le diable, aurait-on tendance à dire concernant cet homme. Car dès l'année suivante, sa libération, l'homme retombe dans la délinquance, comme si sa vie lui était intimement liée. Le mercredi 26 juin 2002, 1 an et 1 mois après avoir été libéré de la maison d'arrêt, il est arrêté en flagrant délit de vol à l'étalage, dans une grande enseigne de bricolage, à Mondeville, dans la banlieue de Caen, dans le département du Calvados. Jugé en comparution immédiate, il écope d'une amende de 2 000 €, infligée par le tribunal correctionnel de Caen. L'avertissement a été chaud, mais saura-t-il en tenir compte ? Il semble cependant que l'homme ne veuille pas se ranger, car c'est dans la nuit du samedi 5 octobre au dimanche 6 octobre 2002, vers 1h du matin, au péage autoroutier de Sagonte, que Patrick Henry est arrêté sur le territoire espagnol par la Guardia Civile, l'équivalent espagnol de la gendarmerie nationale, avec une cargaison de près de 10 kg de produits stupéfiants qu'il tentait de faire passer du Maroc en France. Là, il n'y a plus broutille. Le lundi 7 octobre 2002, il est présenté à un juge espagnol qui l'inculpe pour atteinte à la santé publique et rébellion. Il est aussitôt placé au centre de détention pénitentiaire de Picassins. Le vendredi 18 octobre 2002, il est alors transféré au centre pénitentiaire de Madrid-Valdemoro en vue de sa comparution prévue devant l'audience nationale espagnole. Il y comparaîtra le dimanche 20 octobre 2002 en vue d'une mesure d'extradition vers la France. Finalement, les justices espagnoles et françaises suivent leur cours et le mercredi 16 avril 2003, Patrick Henry est extradé vers la France. Entendu le matin même de son arrivée sur le sol français par M. Jean-Paul Simoneau, procureur de la République près du tribunal correctionnel de Bobigny, et dans la foulée, l'après-midi par M. Michel Lemeur, juge d'application des peines. Il est conduit le soir même au centre pénitentiaire de Caen, dans le département du Calvados. Suite logique et fatale de ce retour à la case prison. La mesure de liberté conditionnelle dont il a bénéficié est révoquée le mardi 20 mai 2003. De fait, il retrouve sa condition de condamné à perpétuité. Le mardi 22 juillet 2003, Patrick Henry, il est condamné par le tribunal correctionnel de Caen, dans le département du Calvados, à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à 20 000 € d'amende. Sa voiture lui est également confisquée par décision de justice. Les 8 228 € en numéraire dont il était porteur dans son arrestation en Espagne lui sont retirés. Il s'oppose à la dureté de ces mesures judiciaires et fait appel. Mais en octobre 2003, le verdict est intégralement confirmé en appel. Le lundi 14 novembre 2011, en détention à la Maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, établissement de l'administration pénitentiaire où il avait été transféré pour purger le reliquat de sa peine. Patrick Henry entame une grève de la faim pour protester contre le rejet de ses demandes de libération conditionnelle successives. En 2012, il est finalement transféré au centre de détention de Melun en Seine-et-Marne.
Le vendredi 11 juillet 2014, le président de la République de l'époque, M. François Hollande, auquel une requête avait été adressée un peu avant l'été, refuse de gracier Patrick Henry. Il reste incarcéré dans son établissement Seine-et-Marne. Le jeudi 7 janvier 2016, il obtient une mesure de libération conditionnelle sous réserve néanmoins de l'exécution d'une période de probation stricte prévue jusqu'au vendredi 4 août 2017. Mais le parquet fait appel de cette décision. La procureure de la République, Madame Béatrice Angelelli, justifiant la position du parquet essentiellement par le fait que le projet d'accompagnement n'est pas assez encadrant. Le jeudi 31 mars 2016, le jour de ses 63 ans, la Cour d'appel de Paris rejette la demande de liberté conditionnelle, les juges considérant que Patrick Henry n'a pas montré une volonté réelle et constante de réinsertion. En septembre 2017, Patrick Henry, malade et atteint d'un cancer du poumon, dépose, par le biais de son avocat Maître Thierry Lévy, une demande de libération de prison pour raisons médicales sévères. En effet, les juges avaient considéré, sur la foi des médecins, que son état de santé était durablement incompatible avec la détention. Mais bien sûr. Le vendredi 15 septembre 2017, Patrick Henry bénéficie finalement d'une suspension de peine après plus de 40 ans de détention. Il décédera des suites d'une maladie sévère et incurable, le dimanche 3 décembre 2017, moins de 3 mois après sa sortie de prison. Quelques jours plus tard, sa dépouille est incinérée devant 6 personnes, un cercle très proche en fait, dont sa sœur qui assiste à la cérémonie. Assez peu d'écrivains, de cinéastes, de romanciers, de chroniqueurs judiciaires ne seront finalement penchés sur le cas de Patrick Henry, sauf à publier quelques articles ici et là, en leur temps ou quand l'actualité l'exigeait. Le sujet était-il trop enflammé et trop ardu ? La cause ne méritait-elle pas qu'on s'y attarde ? C'est aussi la dure loi des faits divers qui se succèdent et dont l'un peut effacer l'autre. Citons quand même quelques références. En 1979, le groupe de punk rock musical baptisé les Holy Vincents fait parler de lui en composant un morceau sur l'affaire, Patrick Henry est innocent. Il paraîtra à nouveau en album en 2011. Le chanteur français Julien Clerc sort en 1980, alors que la peine de mort n'a pas été encore abolie, la chanson intitulée « L'assassin assassiné » dans l'un de ses albums. Le chanteur évoque certes l'affaire Patrick Henry, mais plus globalement la peine de mort en elle-même, et se prononce contre, estimant qu'on ne peut répondre à la mort par l'administration de la mort. L'abolition, livre de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice, ouvrage paru en 2000. 40 ans d'affaires criminelles, 1969-2009, de Pascal Michel, ouvrage paru en avril 2009. L'affaire Philippe Bertrand, une sordide mascarade, de José Huguin, ouvrage paru aux éditions Borderline en 2015. L'abolition, téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe, paru sur les écrans de cinéma en 2009. Patrick Henry, le procès de la guillotine, paru le 18 juillet 2002 dans la série criminelle Faites entrer l'accusé, présentée par Christophe Ondelat sur France 2. Affaire Patrick Henry, la France a peur. Reportage paru le 15 mars 2018 dans la série criminalistique Enlèvement sur la chaîne de télévision C8. Affaire Patrick Henry, l'enfant, le meurtrier et la peine de mort dans la série criminalistique Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, paru le 18 septembre 2021 sur la chaîne de télévision France 2.
Le procès de Patrick Henry, un podcast à écouter en ligne, publié sur la radio France Culture le 2 mars 2023. Pour ma part, toutes mes pensées vont à ce petit ange, le petit Philippe Bertrand. C'est la fin de cette affaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.